Qu'ils soient mannequins, chanteurs ou comédiens, une poignée de juniors ont été propulsés très vite et très fort dans le domaine du public. La recette est connue et pratiquement infaillible. Les enfants font vendre, d'où l'actuel baby-boom médiatique cratif. Petit, oui, mais également riche, très riche même, car Jordi, à l'âge des maladies infantiles, est devenu la coqueluche du top 50. Numéro 1 depuis 13 semaines, Jordi a vendu 700 045 tours et 300 000 albums. Il a déjà gagné 1 million de francs, gardés jusqu'à sa majorité à la Caisse des dépôts et consignations. Quant à sa maison de disques, elle se frotte les mains. Bénéfice, 8 millions de francs. Au départ, on était un peu gênés. On se disait, on va être accusé d'être des négriers ou autres. Finalement, on s'est aperçu que Jordi était très naturel, avec beaucoup de talent. A posteriori, on n'est absolument pas gêné. Bon, pas plus que les gens de la Warner n'ont été gênés de faire de l'argent avec le jeune garçon de Maman, j'ai raté l'avion. Ce jeune garçon, c'est Macaulay Culkin. Ses aventures dans New York ont rapporté 550 millions de dollars de recettes dans le monde. Maman, j'ai raté l'avion est le 3e film au box-office de l'histoire. C'est le fantasme de tous les enfants de faire ce que l'on veut, d'avoir tout l'argent de ses parents, faire tout ce qu'on a envie. Je suis sûre que c'est ce que tous les enfants aimeraient avoir. L'argent de ses parents, Macaulay n'en a pas besoin. À 12 ans, il vaut 5 millions de dollars, soit 25 millions de francs, bien plus que nombre d'adultes professionnels. Intéressantes aussi, mais dans des proportions moindres, les photos publicitaires. Elles rapportent 276 francs l'heure. Alors, est-ce que tu sais combien tu as gagné? Non, rien n'est gagné. Autre moyen pour les kids de garnir leur tirelire, les films ou les téléfilms. À 13 ans, Pierre-Alexis a déjà 22 rôles derrière lui, 7 principaux dont l'Hérital et les Cahiers bleus. Sa caractéristique à lui, négocier ses contrats. Je vous ai dit avant que le travail d'un enfant était le même celui d'un adulte. Les adultes, je vois pas pourquoi alors. Parce que c'est un adulte, il sera payé plus cher pour le même travail qu'un enfant. C'est de l'exploitation, c'est tout. De ses bras de fer avec les producteurs, Pierre-Alexis sort généralement gagnant. Il ne tourne pas pour moins de 3 000 francs par jour et près de 300 000 francs l'attendent à sa majorité. Il est tout à fait conscient qu'il existe, qu'il est dans un monde du travail, un monde rémunéré, et qu'il y a l'exercice de la loi de l'offre et de la demande qui rentre en jeu et qui en est l'objet, bien sûr. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Je crois qu'il n'est jamais trop tôt. Parce que pourquoi lui dire qu'il en est autrement? L'argent, la fille du commissaire Navarro n'en fait pas une idée fixe. À 14 ans, Emmanuelle Boidron est une pro des séries télévisées. Elle a signé pour Navarro jusqu'à la fin de l'année, 39 épisodes rémunérés entre 10 000 et 40 000 francs chacun. Je veux m'acheter un appartement à Paris, déjà. Comme ça, je mène ma petite vie parisienne, je fais mes études à Paris et tout bien. Je me rends compte que j'aurai quelque chose quand je serai grande, que je démarre ma vie bien, quoi. C'est ça qui est bien. Confiance en l'avenir, sans doute à juste titre. Voici un luxe rare, partagé par quelques enfants stars. Alexis, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être riche? Oui, quand même. Pour un enfant, avoir 250 000 francs, 250 000 et 300 000, c'est beaucoup. Mais je crois que ce qui est très très bien dans cet argent aussi, c'est que je l'ai gagné à la sueur de mon front, c'est-à-dire moi-même. Ce n'est pas mes parents qui l'ont mis depuis mon plus jeune âge, c'était moi-même qui l'ai gagné. Tu en es fière? Oui. Charlotte de Turckheim, vous avez commencé à quel âge, vous? Moi, j'ai commencé, j'étais déjà une grande petite fille, parce que j'avais 20 ans. Oui. Mais c'est vrai que moi je trouve ça vachement choquant, moi. Oui. Moi je serais une mère, enfin je suis une mère d'ailleurs, et je trouve que quand j'entends la Violette la parler, moi j'aurais honte. Alors, je vais vous montrer une image, vous vous en souvenez peut-être si vous regardiez la télévision il y a 30 ans, elle a laissé beaucoup de souvenirs cette image. Un jeune comédien qui jouait avec un chien magnifique dans un feuilleton qui s'appelait Belle et Sébastien. C'était lui, il y a 30 ans. Sébastien, c'était Mehdi. Eh bien, Mehdi, il a grandi et il est avec nous. Je vous propose de l'applaudir.
C'est un copain en plus. Alors, vous connaissez? Oui, on se connaît. Bon, vous avez entendu Charlotte de Turckheim dire des choses pas gentilles du tout sur les comédiens qui commencent tout petits. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Moi, je suis effaré par ce que je viens de voir. J'ai trouvé d'une tristesse, ces pauvres gamins. J'espère que j'étais pas comme ça. Sinon non, vous ne l'étiez pas, sinon vous n'auriez pas laissé l'image que vous avez aujourd'hui. Ils sont hyper sérieux, enfin c'est vraiment affligeant. Quoi. Alors vous avez commencé à 4 ans, en 60, dans Polly de Cécile Aubry. Le tout premier Polly de Cécile Aubry. Après, il y a eu... C'était facile, j'étais pistonné, c'était ma maman qui écrivait, qui réalisait. Oui, donc j'allais dire que oui, ceux qui sont un peu... Là, c'est les enfants d'acteurs, parce que les acteurs, ils savent comment ça se passe sur un plateau. Donc quand leurs enfants tournent comme toi ou comme les enfants de Jean-Louis Hubert dans Le Grand Chemin... ils sont extrêmement protégés. Voilà, ils sont vachement protégés. Alors là, ça se passe bien. Mais c'est dangereux s'il n'y a pas quelqu'un pour servir de garde-fou. Mais bien sûr, parce que sinon, les parents, ils les font travailler 10 heures par jour. Ça devient un business et ça déforme tout. Quoi. Bon, à 15 ans, vous en étiez déjà après Belle et Sébastien à la 3e série, Le Jeune Fabre avec Véronique Jeannot. Avec Véronique. Et beaucoup d'autres rôles de comédien. Et puis maintenant, depuis quelques années, vous êtes réalisateur. Oui, je suis toujours comédien. Oui. Et je suis passé réalisateur, mais très tôt, parce qu'à 17 ans, j'ai fait mon premier stage de réalisation. Puis j'ai passé les échelons, premier, second, etc. Pourquoi? Parce que vous étiez lassé du métier de comédien, qu'il fallait autre chose en plus? J'avoue qu'il y a une période où... À 20 ans, il avait déjà 20 ans de métier. J'en avais un petit peu marre qu'on me propose des choses pas intéressantes, ou en tout cas je jugeais bêtement peut-être pas intéressantes, je sais pas. Et en tout cas j'avais une frustration, je voulais m'exprimer différemment, mais je voulais rester dans ce métier, je savais faire que ça, de toute façon il fallait bien que je reste dans... Vous avez eu un César du meilleur court-métrage en 85 oui. comme réalisateur. On revient un petit peu à l'argent. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas gagné vous-même l'argent, il est placé quelque part ailleurs. Il y a la caisse des dépôts, comme on l'explique dans le reportage. Et j'ai touché mon argent à 18 ans. J'ai fait pas mal de conneries avec cet argent. Et puis après, je me suis... Oui. Vous avez gagné beaucoup d'argent à ce moment-là? Je crois que ça n'a vraiment rien à voir, on est dans une autre planète. Hein, là vous entendez Macaulay, ah oui, là, je suis halluciné, je suis très content. De l'avion, 5 millions de dollars. Pour lui, tant mieux pour lui, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne peux pas juger, mais en tout cas, moi j'étais très très loin de ça, j'avais de quoi m'acheter un petit studio, 25 mètres carrés à Paris, puis c'est tout. Mehdi, l'image de Sébastien vous colle pas trop à la peau? Elle me colle toujours la peau, la preuve, je suis là. Bah oui. Mais j'assume, il n'y a aucun problème. Je veux dire, enfin, je crois que je fais partie maintenant des meubles de l'INA, il paraît, avec Thierry Lafronde et les autres. Et bah, c'est très bien. Je suis très fier d'être des Sixties. J'aimerais quand même qu'on sache aussi que je fais d'autres choses maintenant. Et puis, j'aimerais aussi continuer ma carrière. Ben voilà, on a eu l'occasion de le dire. Mehdi, 36 ans et 34 ans de carrière. On peut vous applaudir. Merci. On va parler de l'Europe maintenant, parce que depuis le 1er janvier, vous le savez, les frontières européennes ont disparu. Vous voyagez beaucoup, Charlotte? Oui, j'aime beaucoup ça, oui. Bon, alors vous allez voir qu'on peut désormais acheter des quantités de choses dans d'autres pays européens sans payer de taxes, puisque le passage des marchandises est libre. Alors on a voulu savoir quelles étaient les meilleures affaires possibles, une sorte de top 5 européen. Où acheter quoi dans l'immense supermarché unique européen qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier? Nous avons enquêté pour vous conseiller les meilleures destinations en fonction bien sûr de vos besoins. Alors premier domaine, l'automobile. En 96, la procédure dite de réception communautaire uniformisera les formalités, les modèles et les prix. Jusqu'à cette date, achetez en Belgique et au Danemark par exemple, où les voitures françaises restent de 10 à 15% moins chères que chez nous. Sur quelques modèles précis, les disparités de prix peuvent, selon un rapport du Bureau européen des consommateurs, dépasser 50% pour une même marque. Qui dit assurance dans ce secteur également, la concurrence entre les 12 est maintenant ouverte. Et vos boîtes aux lettres risquent bien, sous peu, d'être ensevelies sous les propositions des 4 coins de l'Europe. Alors pour l'instant, pour autant que l'on puisse vraiment comparer les contrats, c'est en Angleterre que les compagnies proposent les tarifs les plus avantageux. Mais attention, en cas de sinistre, la proximité est souvent préférable. Deuxième domaine, la hi-fi, la télé et la vidéo. À l'occasion de vos déplacements, vous pouvez réaliser d'excellentes affaires en Angleterre et au Luxembourg. Vous y trouverez en effet le matériel dont vous rêvez, 20 à 35% en dessous des tarifs auxquels vous êtes habitués. Troisième secteur, l'équipement de la maison. Côté électroménager, c'est encore en Allemagne et au Luxembourg que vous devrez acheter votre nouvelle machine à laver et votre frigo flambant neuf. Ou même votre aspirateur, tout cela si vous voulez profiter de prix 20% moins élevés en moyenne par rapport à la France. Côté art de la table, le Portugal est de loin le mieux placé pour la cristallerie et les étains, alors que c'est Tende qu'il vous faudra faire le plein de vaisselle. Les chaînes de magasins spécialisés qui fleurissent au pays des tulipes vous permettront en effet de payer vos services de table jusqu'à 30% moins cher. Quatrième domaine, les vêtements
vêtements. Soignez votre look européen et faites des économies. C'est en Italie, dans les magasins comme Upim ou Standa, que vous trouverez du prêt-à-porter et du sportswear 30% moins cher. Direction l'Allemagne si vous voulez acheter des bas et des chaussettes 20% en dessous des tarifs français. Et l'Angleterre pour les articles de bébé à moins 20% parce qu'il n'est pas assujetti à la TVA. Au Danemark, où l'industrie du cuir et de la fourrure est une tradition, les prix sur ces articles sont très attractifs, entre 20 et 30% moins chers. Enfin, n'oubliez pas l'Espagne et le Portugal, qui restent les royaumes du linge de maison, idéal pour les futurs mariés qui veulent se constituer un trousseau. Cinquième et dernier domaine, les bijoux. L'Espagne et le Portugal sont là encore concurrentiels, mais on vous y propose souvent de l'or 14 carats. La Grèce offre également des prix intéressants et marchandables, mais à qualité d'or et de travail tout à fait remarquable. Le marché unique profitera enfin aux contrefaçons. Il permettra en effet de ramener sans problème les fausses Rolex, Chanel et autres Cartier. C'est l'Italie avec Vintimille, plaque tournante de la contrefaçon, qui propose des prix défiant toute concurrence. Alors, à vos porte-monnaies et bon shopping européen. Voilà, donc quelques conseils pour ceux qui aiment voyager, d'acheter beaucoup de choses au Portugal. Ça nous ramène à une journée chez ma mère. Regarde, il y est partout dans une journée chez ma mère. Bon, il y a la femme de ménage. Oui. Qui ramène un tapis. Il y a Anne-Marie Duboisseau, donc, qui est jouée par Claire Nadeau, qui est donc la belle-mère du 16e inconsciente. Alors elle, ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a aucune notion de l'argent. Elle ne se rend pas compte et elle va en voyage au Portugal et elle trouve que les Portugais sont sauvagement pauvres, quoi. Ce qui est quand même assez agaçant pour les Portugais. Il y a des scènes désopilantes avec Claire Nadeau et avec vous sur scène auparavant au théâtre de la Michaudière. C'est vrai que le voyage au Portugal, c'est un petit peu étonnant. Comme des conseils comme ça, allez là-bas, vous trouverez moins cher ou vous trouverez bien. Vous essayez quand même d'en tenir compte, même si vous êtes un panier percé? Ah oui, bien sûr, oui. Je sais que, par exemple, j'étais en Espagne assez récemment. C'est vrai que tous les bijoux, c'est vraiment, c'est très tentant. Mais je ne vais pas non plus, je veux dire, aller acheter mes chaussettes en Allemagne et mon pantalon en Italie. C'est quand même vachement cher la paire de chaussettes, quoi. Bon, on a vu qu'il n'y avait plus de frontières en Europe, mais il y a encore des barreaux. Et on va parler, c'est inhabituel dans Combien ça coûte, qui n'est pas une émission spécialement triste, on va parler des gens qui s'évadent des prisons. L'an dernier, une cinquantaine en France, la moitié seulement a été repris. Mais vous allez voir que s'évader, ça peut coûter cher. S'évader et se refaire une nouvelle vie, ça peut coûter cher et pas seulement en argent. C'est l'angoisse, on est plus soi-même. C'est pas comme vous savez, on voit souvent dans les films des images de cavale où le type il est sur une île, sur un voilier. Mais c'est le contraire. À des moments, on n'est pas loin d'être un clochard selon. Nous ne verrons pas son visage et nous ne connaîtrons pas son nom. L'homme qui parle a 42 ans, dont 20 passés derrière les barreaux. Il était fiché au grand banditisme. Il a payé sa dette à la justice. Aujourd'hui, il a refait sa vie et fait garder l'anonymat. Son évasion et sa cavale ne sont plus que des souvenirs. Je dois dire que lorsque je me suis évadé, j'étais prêt à tout casser en fait. Je voulais faire n'importe quoi pour tenir le coup le plus longtemps possible. Mais une fois dehors, la réalité a été autrement. Et je me suis limité. Il y a des cavales plus sanglantes. Ah oui, il y en a qui finissent une balle dans la tête. Hein. La première chose, c'est de se loger. Hein. Il faut compter 5 000 ou 6 000 francs par mois pour se loger. Et il y a le détail, on achète des journaux, il y a le pressing, il y a les cigarettes, il y a la distraction, il y a les femmes. Il faut 1 000 francs par jour en cavale. Ensuite, ce qu'on recherche, c'est des faux papiers. Des faux papiers, on en trouve à 2000 balles dans les quartiers, ça circule, les bars malfamés, dans les quartiers malfamés. Mais c'est du top, on n'est pas sécurisé. L'idéal, bien sûr, serait de trouver des vrais faux, des papiers déclarés à la préfecture. Mais bon, ils coûtent 40 000 francs, ou même des fois plus, je ne sais pas. D'autre part, bon, il faut se procurer un véhicule. Bon, il faut un véhicule rapide, un véhicule de sport pour pouvoir s'arracher. Moi, j'ai volé un véhicule, j'ai été condamné pour ça. Chirurgie esthétique, départ à l'étranger, l'évasion demande parfois des sommes considérables. La cavale de cet homme n'a duré que 3 mois. Il n'a pas eu le temps ni l'occasion de replonger vraiment dans le grand banditisme. Pour survivre, il a joué aux cartes, il a triché, il s'est débrouillé. Mais la cavale ne coûte pas que de l'argent. Est-ce qu'on se sent libre en cavale? Non, ou du moins on est tellement libre qu'on n'est plus, quoi. On n'est plus rien. Donc on est cerné partout, quoi. Je me rappelle, bon, j'ai vécu à l'hôtel.
Et par exemple, lorsqu'une voiture se garait sous les fenêtres de l'hôtel, que les portières claquaient, moi je bondissais dans le lit, j'allais voir à travers le rideau ce que c'était. C'est l'angoisse permanente? C'est l'angoisse permanente. Lorsqu'on marche dans la rue, on voit des policiers de partout. Cette cavale, ça vous a coûté, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Ça m'a permis de comprendre que on ne s'évade pas de la délinquance. On ne s'évade pas de son sort. Bon, j'ai vécu dans le banditisme, comme je vous ai dit, je me suis évadé. Et je croyais m'échapper de tout ça, mais en fait, ça m'a toujours poursuivi. Et j'ai été arrêté, condamné, j'ai pris 3 ans pour l'évasion, 2 ans pour le vol de voiture. J'avais une arme sur moi ce jour-là. Et ça m'a rapporté de comprendre qu'il fallait que j'arrête, que je sorte du banditisme ou de m'évader, pour aller nulle part. Voilà donc le prix d'une cavale, ça coûte de l'argent, mais ça coûte aussi parfois quelques années de prison. C'est systématique, Isabelle Quenin, des années de prison en plus? Pas du tout, puisque vous pouvez avoir à la suite d'une évasion de 6 mois jusqu'à 10 ans. Et il y a une chose qui est très amusante, parce qu'en fait, si vous vous évadez sans casser une fenêtre, défoncer une porte, si vous ne tapez sur personne, vous n'êtes pas passible, vous n'êtes pas coupable d'évasion. On ne peut pas vous reprocher. Donc si vous montez sur le toit de la prison sans rien casser, qu'un hélicoptère arrive, ça vous rappelle quelque chose et qu'on vous emmène comme ça, on ne peut pas vous poursuivre pour l'évasion. On n'a pas de peine supplémentaire. Pas du tout. En revanche, si vous prenez on vous y remet. On est coupable de rien. On est allé se balader. En vertu de tout ce qui n'est pas formellement interdit et donc implicitement autorisé, vous n'êtes pas, on peut poursuivre pour évasion. Donc il faut que la porte soit ouverte. Voilà. Si vous prenez le camion de l'infirmerie, il y a déjà vol du camion. Si vous tapez sur l'infirmier pour prendre sa place au volant, là, il y a tentative d'homicide. Donc là, vous pouvez apprendre de 6 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Et vous savez que 92 a été une bonne année pour les évadés parce qu'il y en a 44 qui se sont évadés et il y en a 27 qui courent toujours. Charlotte de Turckheim, j'ai une petite idée pour vous. Enfin, c'est pas vraiment une idée. Nous avons été surpris avec l'équipe de Combien ça coûte de voir dans la rue, peut-être vu, des affiches qu'on va voir à l'antenne. Des affiches qui vous promettent la richesse. Comment devenir riche? Appelez à tel numéro. On a masqué ce numéro parce qu'on ne tient pas vraiment à ce que vous appeliez ni à faire de la promotion à cette opération. Isabelle, vous avez voulu en savoir plus et vous avez appelé. C'est pas du tout sérieux. Alors je vous explique, vous appelez à ce numéro, déjà vous en prenez pour 8 francs 76 plus 2 minutes 19 par 2 francs 19 par minute. Alors, évidemment, le but c'est de vous garder le plus longtemps possible. Alors là, c'est un répondeur automatique. C'est un répondeur automatique, on vous raconte un peu n'importe quoi. La preuve, on a préparé pour vous quelques petits exemples. Voilà ce que vous entendez quand vous téléphonez. Un des plaisirs les plus forts pour l'être humain est le plaisir sexuel. Et en cela, vous allez devoir associer ce plaisir sexuel à l'image de l'argent. Vous devez vous procurer une très belle boîte de la taille d'un billet de 500 francs. Vous allez laisser votre argent dans cette boîte tant que vous n'aurez pas eu de plaisir. Chaque fois que vous aurez eu du plaisir physique, vous pourrez sortir de votre boîte l'équivalent d'argent proportionnel au plaisir ressenti. Votre boîte est pleine ou vide? Bah écoutez, alors ça, je trouve ça vachement bizarre. Mais ça me rappelle un mec qui avait fait une arnaque comme ça qui était géniale, comment devenir riche. Il avait dit, si vous voulez grandir de 20 cm, envoyez-moi... vous vous souvenez de ça? Oui. C'est en francs, je vous donne la recette. Et puis la recette, c'était monter sur un tabouret. Oui, c'est lui. C'est lui qui avait trouvé la recette, en fait, pour devenir riche. On écoute encore un petit exemple, allez, juste une pour deuxième rire. leçon. Allez, ça vaut le coup. Nous vous proposons de mettre en application l'exercice suivant qui est une fois encore étonnant mais extrêmement efficace. Il va vous permettre de cesser de vous comporter comme une victime. Il consiste à acheter un martinet et chaque fois que vous aurez un comportement de victime et que vous en serez conscient, vous devrez vous donner 3 coups de martinet. Attention, il n'est pas question bien de vous faire mal, mais de vous rendre conscient de ce que vous vous faites à vous-même inconsciemment. Voilà quelques-uns des exemples, ce qu'il y a derrière l'affiche. Isabelle. Ça mal au porte-monnaie parce que là on rit, mais ce sont 10 leçons. Ouais. Il faut appeler à chaque fois pour avoir une leçon et au bout du compte, on a calculé, ça vous coûte 300 francs. C'est quand même énorme, vous imaginez. En note de téléphone? Mais bien sûr. Mais voilà. Ça vous coûte 300 francs pour écouter ces 10 leçons. C'est les télécoms qui deviennent riches alors. Non, il reverse au monsieur qui a inventé ça. Bon, on vous retrouve pour parler d'autre chose. Dans un instant, il faut qu'on gagne un peu d'argent, un petit peu de pub. On se retrouve après le sommaire de la deuxième partie. Tout se négocie, même les soldes. Des rabais vraiment au rabais. En baie de Somme, les galets de Cailleux n'ont pas fini de coûter cher à la collectivité. Après Marlon Brando et Paul-Émile Victor, offrez-vous, vous aussi, le prix du rêve.
Corset, body, string et nuisette, les prix des dessous en un défilé.